On va d'abord s'intéresser à cette vague de désertion. Elle est documentée, vous allez le voir dans un instant. On peut vraiment parler de vague puisque une centaine d'hommes dans les rangs russes font défection chaque semaine, ce qui est important. Sans doute un autre talon d'Achille dans une armée qui peine à recruter. On commence avec les indispensables de Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors si on peut parler de vague de désertion, c'est parce que on a une enquête d'un média en particulier que vous allez nous détailler. Que dit-elle cette enquête ? Eh bien, elle a été réalisée par le média russe Mediazona. C'est un média d'opposition interdit en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Depuis 1 an et demi, le site publie régulièrement des enquêtes sur les difficultés de l'armée russe et les défaillances en Ukraine. Dans cette dernière enquête, elle a comptabilisé le nombre de soldats russes qui ont déserté depuis le début de l'année. Et vous allez le voir, c'est assez impressionnant. En 6 mois, début 2023, l'armée russe a connu 2076 déserteurs dans ses rangs. C'est plus de 100 désertions par semaine. Jamais l'armée de Vladimir Poutine n'avait connu un tel phénomène. Les journalistes de Mediazona ont même comparé par rapport à différentes années. 2022, par exemple, eh bien, sur les 12 mois de l'année, l'armée russe comptait 2 fois moins de désertions, environ 1000, par rapport aux 6 premiers mois de 2023. Par rapport à 2021, c'est un petit peu moins comparable, puisque la guerre en Ukraine n'avait pas encore éclaté. Mais c'était tout de même, regardez, plus de 3 fois moins de désertions. Alors, comment les journalistes ont-ils réussi à recenser ce nombre de déserteurs ? Eh bien, ils ont épluché les registres officiels de tribunaux militaires russes et ont calculé le nombre de condamnations pour désertion. Même si depuis la mobilisation partielle décidée par Vladimir Poutine, la désertion est condamnée plus fermement, entre 5 et 10 ans de prison ferme, l'enquête révèle que dans les faits, les tribunaux n'appliquent pas la peine maximale. La majorité des déserteurs, regardez, 56% ne sont condamnés qu'à une peine de prison avec sursis. Alors non pas parce que les juges sont cléments, mais parce qu'ils préfèrent les renvoyer directement au front en Ukraine face au manque de soldats, chose qu'il serait impossible si les soldats étaient emprisonnés. On peut aussi imaginer que ce chiffre de 100 déserteurs par semaine soit sous-évalué, car il ne prend en compte que ceux qui ont été rattrapés puis jugés. Il ne compte pas ceux qui se sont exilés et disparus dans la nature, bien loin de la Russie et de l'Ukraine. Alors, est-ce qu'on sait qui sont ces soldats qui désertent ? Eh bien, selon le site Mediazona, la majorité des soldats condamnés pour désertion sont des mobilisés. Rappelez-vous, nous sommes en septembre 2022. Vladimir Poutine ordonne une vague de mobilisation pour aller combattre en Ukraine. Selon le Kremlin, officiellement 300 000 soldats sont appelés. Le souci, et on en a beaucoup parlé sur ce plateau, c'est que la grande majorité de ces hommes n'avaient aucune expérience de combat au sein de l'armée russe, tout juste le service militaire. Aucun d'entre eux ne savait ce qu'était la vie de combattant au quotidien, encore moins dans des tranchées. Ils ont découvert tout cela en quelques jours. Cela peut peut-être expliquer leur volonté de fuir une guerre à laquelle ils n'étaient pas préparés. Et ces informations sont évidemment à mettre en perspective avec les difficultés toujours plus grandes rencontrées sur le terrain par l'armée russe. Oui, un nouveau chiffre publié cette fois-ci par le ministère de la Défense britannique il y a quelques jours en atteste. Regardez, 400 soldats russes sont blessés ou tués chaque jour en Ukraine. Selon les renseignements britanniques, l'armée russe connaît même une surmortalité sur le champ de bataille, car ces soldats manquent de formation au premier secours. Oui, vous avez bien entendu, même les voix officielles russes le reconnaissent. Dans une interview à RIA Novosti, l'agence de presse officielle du Kremlin, Artem Katulim, directeur d'un centre de secours militaire, estime que 50% des décès de soldats russes sur le champ de bataille auraient pu être évités si les blessés avaient reçu les premiers soins appropriés. Les soldats russes manqueraient également beaucoup d'armes et de munitions. Sur les réseaux, les vidéos de soldats se plaignant de ne pas avoir assez de matériel recommencent à affluer depuis quelques semaines. Dernier exemple avec cette scène. Nous sommes dans la région de Bakhmout. Ces soldats que vous voyez viennent remplacer les unités Wagner qui sont parties depuis quelques jours. Ils expliquent avoir subi une embuscade. Plusieurs de leurs camarades coincés dans un véhicule en feu sont morts. Ils s'en prennent alors au commandement, coupable selon eux de les avoir abandonnés.
Если кто это видео увидит, вот так вот хороним пацанов, которые до дома не доезжали. Вот так, сгорел. Это от нехватки боеприпасов. Экипаж сгорел полностью в граде. Вот, сними, братан. Вот, труба от града. То, что осталось от града. Вот так вот как просто... Это из-за долбоебов, командиров, нахуй. Вот это все, что осталось от ребят. Не могли, блядь, сделать вовремя все, блядь. Люди гибнут просто так здесь, блядь. Здесь пацаны прошли Чечню, прошли Украину раз, вот, прошли Украину два. Я зашел на Украину, блядь, с августа, нахуй. Вот мы как живем. Я, блядь, вот так вот мы носим с собой, блядь. Вот что есть. Все, что есть, блядь. На 22 человека, блядь, 2 автомата сейчас осталось, нахуй. On comprend donc, lorsqu'on voit ces images, que la grogne contre l'état-major russe ne touche pas uniquement les hauts gradés et les généraux, mais maintenant les soldats sur le champ de bataille. Merci beaucoup, Quentin. Des soldats qui, d'ailleurs, se passent devant la caméra une bouteille de vodka, peut-être pour se donner un peu de cœur à l'ouvrage. Je me tourne vers vous, Général Trinquant. Cette méthodologie de Mediazona est intéressante. C'est un média d'opposition, certes, mais enfin, ils sont allés comptabiliser les procès. Donc, il y a quelque chose de parfaitement tangible dans ce qui est dit. Ça vous surprend, un tel chiffre, une centaine de désertions par semaine, une quinzaine par jour, 2000 sur 6 mois? Non, ça ne me surprend pas tellement, mais moi je mettrais en regard ce chiffre avec le nombre de morts de l'armée russe qui est annoncé. Si vous voulez, tout simplement, ce sont des soldats qui n'ont pas envie d'aller se faire tuer. Les tribunaux réagissent à l'inverse en mettant du sursis pour les envoyer quand même, non pas en prison, mais dans l'armée. Exactement. Donc, c'est certain qu'il y a toujours plus de déserteurs quand il y a un risque de mort que quand c'est pour balayer une cour. Hein, c'est une évidence. Donc, ça ne me surprend pas. L'impasse un petit peu dans laquelle est la Russie aujourd'hui, ça fait quand même 18 mois qu'il y a cette guerre, que les choses ne progressent pas, que les gens ne le disent pas, mais ils se disent finalement cette guerre, ça sert à rien. Est-ce que ça vaut le coup d'aller se faire tuer dans cette guerre-là? Je pense que les parents doivent aussi dire aux enfants, est-ce que ça vaut le coup? Alors, en revanche, il y a des recrutements en Sibérie, dans les zones éloignées, tout simplement parce qu'il y a un problème d'emploi et que là, on leur donne à miroiter un emploi avec de l'argent. Donc ça marche mieux. 200 000 roubles, ce qui correspond à 2 000 euros à peu près. Voilà, alors un commentaire sur le dernier reportage qu'on a vu là sur le service de santé ou le sauvetage des soldats. On avait vu un commentaire aussi où des soldats russes disaient les gars qui ont été blessés, on a mis 7 heures à les évacuer et ils sont morts. Ça, c'est vraiment une leçon qu'a vraiment tiré l'armée française en mettant le secours en tête. C'est-à-dire, il y a des médecins dans les unités de combat. Il y a des infirmiers et tout le monde est formé à poser le garrot. Et d'ailleurs, on le voyait dans les forces ukrainiennes qui étaient blessées par les mines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images. On voyait les soldats qui se posaient les garrots eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont sur eux les moyens de se poser un garrot. Et tous les soldats vous disent, moi j'avais un neveu qui était en Afghanistan qui me disait, on y allait parce qu'on savait qu'on s'en tirerait, parce qu'on nous tirerait de là, que l'ambulance était pas loin, que les médecins étaient pas loin. Il faut, en 1 heure, traiter un blessé. Et ça, on voit bien que s'il y a ce problème-là dans l'armée russe, eh ben, c'est aussi un frein énorme à l'engagement des soldats. Oui, cette armée en capilotade, c'est pas nouveau. Hein. Pour le coup, on en parle depuis quelque temps. Peut-être que c'est l'accélération du mouvement qui est impressionnante. Oui, alors sans doute. Alors hier, j'ai interviewé l'ambassadeur d'Ukraine en France qui racontait la même chose et qui le racontait d'une manière assez marrante. Il disait dans l'armée, en fait, c'est des statistiques que les Ukrainiens obtiennent à partir des interrogatoires qu'ils font des prisonniers russes. Et à l'issue de ces interrogatoires, ils ont dit il y a trois parties en fait dans les soldats russes qui combattent en Ukraine. 30%, et c'était beaucoup, disait-il, de ce qu'il appelle les zombies, c'est-à-dire des soldats dont le cerveau a été entièrement lavé par la propagande russe et qui sont absolument persuadés qu'en Ukraine, ils défendent la mère patrie contre une agression de l'OTAN. C'est comme ça qu'ils les surnomment sur le terrain, d'ailleurs, oui, les zombies. Voilà. Ouais. 20% de mercenaires, enfin mercenaires, pas de mercenaires, mais 20% de soldats qui ne sont motivés que par l'argent et qui, en fait, acceptent de se battre, peu importe contre qui ils se battent et dans quel pays ils se battent, mais c'est uniquement
pour l'argent. Et 50%, c'est là que c'était intéressant, de soldats complètement démotivés qui disent à leurs interlocuteurs ukrainiens nous, on attend que la contre-offensive ukrainienne passe la vitesse supérieure pour pouvoir fuir et déserter sans être attrapé par les Russes. Donc ça conforte complètement ces reportages et ces informations. Et par ailleurs, ça dit aussi une chose, c'est que les Ukrainiens, la contre-offensive, c'est vrai qu'elle patine, elle traîne un peu, mais en même temps, les Ukrainiens sont actifs. C'est-à-dire que d'une part, ils déminent les champs qui ont été minés par les Russes, ça prend beaucoup de temps, et d'autre part, ils attaquent les comment on appelle ça, les équipements les bâtiments où on stocke l'artillerie des Russes. Donc ça explique aussi pourquoi il y a moins de munitions. Après, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que c'est une armée démotivée, mal nourrie, qui est maltraitée par son commandement, qui parfois n'est pas commandé, parce qu'on a vu l'état de désorganisation dans lequel était le commandement, et puis depuis le début, c'est aussi une armée qui a du mal à savoir pourquoi elle combat. C'est-à-dire qu'au début, on lui avait dit il faut combattre les Ukrainiens, alors que les Ukrainiens étaient censés être un peuple frère, et aujourd'hui, il faudrait être aveugle, seuls les zombies le reste, mais les autres voient quand même que cette guerre est en train d'être perdue. Donc pourquoi ? Et tout ça peut être aussi un petit peu, même si on n'a pas vu d'effet direct de la rébellion de Prigojine sur le front ukrainien, tout ça peut aussi participer, en fait, psychologiquement, au désarroi de ces soldats russes. Et on se souvient d'une grogne qui va d'ailleurs jusqu'à des officiers d'état-major, jusqu'à des généraux, des lieutenants-colonels, comme c'est le cas du lieutenant-colonel Popov, qui s'était exprimé. Je vous rends la parole dans un instant, général Trinquant, mais ça agace profondément les ultranationalistes, bien sûr. Écoutez, Soloviev, qui est un bon thermomètre, puisque c'est un des propagandistes en chef à la télévision russe, il parle précisément de Popov. Écoutez ce qu'il dit. Ну, смотрите, выходит генерал-лейтенант, любой, в публичную сферу, после какой-то разборки. После чего Верховный Главнокомандующий говорит, да, действительно, дай-ка я сниму начальника генерального штаба, его генерал-лейтенант раскритиковал. Окей. Сколько минут после этого будет работать любой следующий начальник генерального штаба? Сколько минут? Если может выйти любой генерал-лейтенант, обратиться в публичную сферу, и Верховный под этим давлением должен говорить, да, точно, давай-ка я сниму вот этого. Это же генерал-лейтенант сказал. Так ни одна страна не выживет. Voilà, bref, éviter la chienlit à tout prix pour traduire. Juste une précision, Popov n'est pas lieutenant-colonel mais général, il commandait tout le secteur de Zaporijja, donc c'est un haut gradé. Et c'est pour ça que ça les agace beaucoup, parce que c'est un haut gradé qui était en charge d'une zone essentielle. Celui qui commandait à Bakhmout, qui commandait parachutiste à Bakhmout, pareil, a été évincé. Donc c'est les deux points sur lesquels les Ukrainiens font un effort, on retire les chefs, parce qu'ils s'aperçoivent que ça ne va pas du tout. Je voulais juste reprendre le chiffre que donnait Isabelle des 50% qui attendent. Il faut bien voir que quand je parle de l'offensive ukrainienne, dont le but est de détruire l'armée russe, c'est exactement ça. C'est-à-dire faire une percée dans la défense, et une fois que les forces ukrainiennes vont être derrière les zones de défense, on va voir ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'il y a des soldats qui vont dire... Nous, maintenant, les Ukrainiens, ils sont dans notre dos, ils sont plus devant nous, donc on n'a plus de raison de rester là. Et à ce moment-là, de déserter. Et c'est ça la destruction. C'est pas seulement de tuer pas forcément de tuer tous les Russes, c'est de casser et de détruire l'armée russe telle qu'elle est en Ukraine. Oui, parce que dans ceux qui désertent, Céline Lussato, ce sont essentiellement des mobilisés, ces fameux 300 000 hommes qui ont été mobilisés sous la contrainte. On s'en souvient très bien. Et ce sont les premiers à vouloir prendre la poudre d'escampette, ce qui est assez logique d'ailleurs. C'est assez logique et je crois qu'il faut souligner, on a beaucoup dit que certains pouvaient tout de même être séduits par des montants de soldes qui nous paraissent dérisoires, mais qui en Russie sont largement supérieurs au salaire moyen. Mais quand vous risquez votre peau sans savoir pourquoi et que vous n'avez même pas de quoi manger, même pas le respect qui est dû à un être humain lambda, évidemment, la seule envie, c'est de fuir. Ce sont des hommes qu'on a vus déserter avant l'heure. C'est mobilisé. N'oublions pas tous ceux qui ont fui la mobilisation.
On a environ, évidemment les chiffres sont sujet à caution. Exactement, mais on estime à 1 million de Russes qui ont fui le pays. Certains disent jusqu'à 1,5 million, oui, effectivement. Des gens qui étaient réellement opposés, mais beaucoup d'hommes qui tout simplement ne souhaitaient pas combattre pour une cause qui ne leur parlait pas, et puis surtout dans les conditions dans lesquelles ils savaient, pour certains, que ce serait fait. Voilà, il y a la mort, effectivement, on en parlait, il y a les conditions dans lesquelles ils se battent, et ça, on a beaucoup de remontées de vidéos de ces soldats. Je propose d'en regarder une sur les conditions d'insalubrité de leur baraquement et de leur campement. Elles sont assez impressionnantes. Наше командование. В данный момент 221 человек. На данный момент в помещении находится 230 человек плюс-минус. Ну, обзор потолка, что здесь все в воде, абсолютно. Ну, блин, это же, снимай. Да, что тут пол снимать? Мусорка, гигиена супер, гиперантисанитария. Сначала дядя понял. Voilà, on distingue pas très bien, évidemment, il y a très peu de lumière, il y a beaucoup de second degré avec le mot cosy qui est employé à plusieurs reprises, Emmanuel Véron. On voit que ça ressemble plus à une décharge publique d'ailleurs qu'à un baraquement. Oui, c'est dans la continuité de ce qu'Isabelle précisait, c'est-à-dire que la réalité de la guerre pour les troupes russes, pour l'armée russe, c'est en plus des problèmes de formation, des problèmes logistiques, des problèmes d'articulation avec les services de santé au front, au combat, les problèmes d'équipement, les problèmes de commandement. Dans la réalité du combattant des différentes unités, c'est les images que l'on a sous les yeux, à savoir d'insalubrité, et donc finalement que les troupes sont dans des conditions qui sont exécrables. Ce qui mettrait en parallèle à la mobilisation, la démobilisation, la démoralisation, et le fait de fuir finalement dans le sujet des désertions que l'on traite ce soir, en parallèle de la fuite d'une partie des élites russes, de la jeunesse russe, de certains intellos, mais de certains intellectuels, mais aussi des gens dans l'IT, dans l'informatique, dans le cyber, etc., qui ont gagné le Moyen-Orient, qui ont gagné l'Asie centrale. Ça, c'est finalement un mouvement assez contraire aux décisions de la guerre et à la réalité de la guerre. Et il y a un autre sujet, moi, qui m'interpelle dans ces désertions en nombre et régulières, c'est le sujet des transfuges, dans une autre catégorie. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup de l'armée russe, mais il serait intéressant aussi d'observer ce qui se passe dans les services russes, SVR, GRU, FSB, etc., où apparemment il y aurait depuis de longs mois beaucoup de gens qui souhaiteraient passer à l'Ouest. Alors ça remet sur le tapis, si je puis dire, en parallèle de la désertion, le sujet des transfuges et des faux transfuges. Alors précisément, comment fait-on pour passer à l'Ouest, puisqu'il y a aussi cette mythologie du passage à l'Ouest. On a appris il y a quelques minutes que la France peut accorder le statut de réfugié aux soldats russes ayant refusé de combattre en Ukraine. C'est la Cour nationale du droit d'asile qui, aujourd'hui même, est arrivée à cette conclusion. Donc les Russes qui fuient la mobilisation, ayant déserté, peuvent obtenir en France, par exemple, le statut de réfugié. Alors, c'est courant dans la guerre de tenter d'appeler à la défection l'ennemi, mais c'est intéressant. Oui, je rappelle que la France n'est pas en guerre contre la Russie, et donc c'est une terre d'asile pour les Russes qui veulent fuir la guerre. Oui, c'est ça. Enfin, c'est quand même un acte politique, même si... oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est la France terre d'asile pour une zone qui est une zone d'instabilité et de guerre, et ils peuvent considérer que s'ils viennent en France, s'ils demandent l'asile en France, c'est parce qu'ils refusent de combattre dans l'armée russe, où ils sont contraints d'y aller. Et donc, voilà. Alors, la France n'est pas la seule, on le verra d'ailleurs dans quelques minutes avec le MI6 britannique et son patron que l'on écoutera longuement, mais c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de décision prise aujourd'hui même. Oui, non, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, les Britanniques font la même chose. Et quand vous parliez de l'accueil aussi
des possibles déserteurs russes en France. Le chef du MI6 hier a fait les mêmes. C'était d'ailleurs tout à fait étonnant parce que c'est la première fois qu'on a vu ça depuis le début de la guerre. A fait le même type d'appel, mais pour les Russes de l'opposition, en disant tous les Russes qui ne sont pas en faveur du régime de Vladimir Poutine peuvent se rapprocher de nous, peuvent venir habiter au Royaume-Uni et seront protégés et nous donner des informations.